Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Joannick Martin. Il est porte-parole du parti breton. Il est également référent pour les Côtes-d'Armor dans le cadre des législatives. On va en parler dans un instant des élections législatives. Et il nous a rejoint ce matin au micro de la matinale en direct. Et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, ravi de vous retrouver dans votre studio. Voilà, alors studio qui va migrer à Saint-Brieuc bientôt, mais voilà, on nous a laissé encore quelques micros, malgré les cartons qui commencent à envahir un peu les couloirs. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. On va parler politique ce matin, et on va parler de la politique dans le contexte que l'on connaît, contexte compliqué de l'élection présidentielle. Après, il y aura les législatives, on va en parler également. Qu'est-ce qui vous inspire ce contexte, j'allais dire fracturé? Fracturé, oui et non, parce qu'on retrouve finalement un schéma assez classique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un candidat qui va sortir comme favori, et puis il faudra absolument le choisir par rapport à des votes qui font plus peur. Voilà, c'est comme ça qu'on mobilise l'électorat. Pour nous, de notre point de vue, moi personnellement, je trouve qu'on se dirige vers finalement un affrontement de trois candidats. Un qui sortira gagnant de la primaire finalement à l'extrême droite, le candidat Emmanuel Macron, donc le président sortant, et puis sans doute un Jean-Luc Mélenchon qui va sortir assez fortement de l'extrême gauche. Donc pour nous, Jean-Luc Mélenchon qui propose l'unicité de la France unique et indivisible, nous ça nous convient pas forcément. De l'autre côté, on a l'extrême droite qui, notamment avec Marine Le Pen, propose de s'appuyer sur les communes, départements et nations. Donc ça veut dire à terme la disparition de ce qu'on a, du peu de pouvoir régional qu'on a ici en Bretagne, donc la collectivité de la région Bretagne. Donc le dernier choix qui reste finalement, pour nous, on est le moins éloigné, c'est forcément Emmanuel Macron. Mais là encore, quand on regarde son bilan, voilà, on va vers toujours plus de centralisation. Le projet de différenciation qu'il y avait à travers la loi 4D, on met 4 ans avant de voir le bout et on n'y est toujours pas. Donc, Alors, on voit cette montée de l'extrême droite, hein. Vous le disiez, Joannick Martin. C'est pas compatible avec les idées des Bretons. Les Bretons votent pas l'extrême droite ou peu? Non, on est plutôt sur un vote et un électorat modéré. C'est d'ailleurs pour ça que nous, au Parti Breton, on est sur un vote modéré. On a une certaine qualité de vie ici en Bretagne qui fait que pendant longtemps, on a aussi été éloigné de ces préoccupations-là et finalement, elles commencent à arriver. Donc, Alors, la Bretagne dans tout ça, parce que finalement, c'est ça la question aussi. On n'en parle pas beaucoup des régions dans cette élection présidentielle qui est plutôt une élection nationale, évidemment, mais néanmoins, il y a des régions qui vivent partout en France, des régions qui ont une identité. C'est le cas de la Bretagne. Alors, la Bretagne dans tout ça? Oui, la Bretagne, c'est complètement absent de ce scrutin qui est forcément, de fait, la présidentielle, beaucoup plus nationale. Mais on voit qu'il y a des régions qui commencent à se mobiliser et nous, on entre en contact aussi avec d'autres partenaires, notamment en Alsace, en Occitanie, au Pays Basque, et qui ont finalement les mêmes préoccupations que la Bretagne, c'est-à-dire bien vivre. Est-ce qu'il faut la question est peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'il faut une Bretagne autonome? On en parle beaucoup depuis des années. Je pense que chaque région a vocation à avoir le plus de pouvoir possible. On décide mieux des affaires et des sujets quand c'est les populations concernées. On a certains sujets, si on prend ici le sujet de l'éolien en mer, c'est à la population qui est ici de décider, à la limite la région, et ça c'est le cas pour nombre de sujets. Donc oui, il est important que la France se transforme et donne plus d'autonomie aux régions, et notamment à la Bretagne, qui a vocation à en prendre une large partie. Alors, il y a des années qu'on entend parler de cette autonomie possible. Alors, je ne parle pas d'indépendance. Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu le comparatif indépendance-autonomie? Nous, on défend au Parti Breton la reconnaissance de la nation bretonne. C'est aussi, en quelque sorte, la reconnaissance de la diversité. Bien sûr, ça passe aussi par des pouvoirs renforcés comme l'autonomie, mais tant qu'on n'existe pas, nous ici, la Bretagne, dans son intégrité, il va falloir qu'on cherche où est-ce qu'on peut trouver cette reconnaissance de la diversité. Et si ce n'est pas en France,
l'autre collectivité, l'autre État qui propose la diversité, c'est l'Europe. Donc pour nous, c'est soit la France est capable de reconnaître cette diversité-là, soit c'est l'Europe. Donc indépendance, oui, ça serait être un État dans l'Europe. Donc finalement, on est vers une Europe des régions, vers le fédéralisme européen. Ça serait ça le point le plus loin qu'on irait, quoi. On irait vers un éclatement de la France, finalement. Vers une transformation de l'Europe. La France peut toujours exister. Alors, vous parliez donc de ces réunions, de ces groupes qui se font un petit peu partout, et puis de cette réflexion qu'il y a autour des différentes régions. Alors, le Parti breton s'est uni à 5 autres formations, comme le Parti breton. Vous avez constitué la Fédération des Pays Unis. Qu'est-ce que c'est que cette Fédération des Pays Unis ? Eh ben justement, c'est pour ne pas rester fermé en Bretagne et s'ouvrir largement sur les autres régions qui constituent l'Hexagone. Et voilà, la France ne se résume pas à Paris. Et il y a plein d'autres territoires qui demandent aussi à s'émanciper, à acquérir plus de pouvoir. Et donc, on a commencé à mettre en place un dialogue avec... on a 4 formations qui sont un parti provençal, Provençal Nation, une liste qui est Bastia-Occitanie, qui est issue des régionales, le Parti nationaliste basque, et également, là, qui nous a rejoint, le Parti alternative alsacienne, et le Parti lorrain qui se trouve juste à côté. Voilà, donc avec, j'imagine, donc des préoccupations communes. On peut penser à la langue, on peut penser à la reconnaissance, on peut penser à la culture aussi. Bien sûr, tout ça, c'est des préoccupations majeures. Ensuite, c'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui a trait au quotidien des populations qui y vivent. Et ce qu'il faut, c'est avoir la collectivité qui puisse avoir la compétence de répondre aux préoccupations de la population sur place. Est-ce que vous retrouvez dans ces différentes régions, j'allais dire, des sujets communs? Alors, on va parler tout à l'heure de la réunification de la Bretagne, mais est-ce qu'il y a en dehors de ce sujet, est-ce qu'il y a des sujets communs? Est-ce qu'il y a des points communs? D'abord, une certaine reconnaissance, encore une fois, je reviens dessus, dans la France, essayer de transformer la France, dire que la France n'est pas forcément unique et indivisible, et qu'il y a des spécificités, notamment la langue, que ce soit en Lorraine, en Alsace, au Pays Basque. Alors il y a certains territoires qui avancent plus vite que d'autres, on voit la Corse notamment, qui a beaucoup d'avancées, qui a de plus en plus de compétences, et finalement une mobilisation plus forte aussi aux dernières régionales, et je pense qu'il y a un lien de causalité. Alors la Bretagne a fait beaucoup pour sa langue, j'allais dire sa langue, ses langues, parce qu'il y a le breton, il y a le gallo également. On voit aussi beaucoup d'initiatives locales qui se font. Est-ce qu'on est dans un changement de paradigme finalement? Est-ce qu'il y a une conscience bretonne qui s'éveille? Alors, sur le sujet d'éveiller par rapport aux enjeux qui sont propres à la langue bretonne ou à la langue galaise, oui, ça avance médiatiquement, mais on est toujours, quand on regarde ce qui pourrait être voté avec la future, la convention État-région, on est toujours finalement dans la démarche de préserver la langue, éviter qu'elle meure, mais il faut clairement passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, nous, on défend vraiment que des compétences comme la langue ou l'enseignement, ça passe directement à la région, parce que c'est que par ça qu'on pourra développer et non pas éviter juste qu'elle meure. Voilà, il faut faire vivre la langue, ou les langues en l'occurrence. On voit que la région fait aussi, alors là je parle de la région administrative, fait des efforts autour de ces sujets. C'est pas assez? Bien sûr, mais il faut noter qu'elle fait des efforts, mais en même temps, quand on regarde les dernières régionales, tous les candidats proposaient au moins une reconnaissance de la langue bretonne, enfin plus de moyens, etc. Le président sortant a même parlé d'autonomie, donc il ne pouvait pas en être autrement que d'avoir un budget qui soit bien plus ambitieux. Maintenant, nous, on dit que c'est pas encore assez, enfin on n'est pas dans la bonne démarche encore, on est encore à préserver. Et nous, on veut vraiment en faire un projet d'avenir. Alors, certains objecteront, des fois on entend ce genre de discours, c'est « Oui, mais alors ceux qui ne parlent pas breton, alors j'en fais partie, je me mets dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils restent en Bretagne ?» Mais bien sûr, et d'ailleurs moi, ma famille n'a jamais été locutrice du breton, je m'y suis mis en tant que jeune adulte, et j'aurais aimé
pouvoir choisir, par exemple, une option découverte lors de mon cursus à l'école, ou même c'est pas qu'une question de langue bretonne, découvrir l'histoire de sa ville, de son département, de sa région. Pour moi, c'est indispensable. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'éducation nationale. Donc on aimerait une éducation régionale. Voilà, je vous taquine un peu, hein, vous l'aurez compris, Joannick Martin. Plus sérieusement, là aussi, il y a, vous avez parlé d'enseignement de l'histoire. On en parle beaucoup de l'histoire, alors justement à travers cette présidentielle qui s'annonce. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on connaît peu ou prou mieux l'histoire de France que l'histoire de Bretagne. Bien sûr, et ne pas connaître son histoire, il y a beaucoup de dangers, c'est-à-dire que n'importe qui à côté peut la réécrire. Et des discours qui sont tenus justement lors de cette présidentielle, peut-être que si on connaissait plus notre histoire régionale et locale, et même l'histoire du peuple breton en général, parce qu'elle ne se contente pas finalement à la région Bretagne, elle va aussi outre-Manche. Et peut-être que ces discours auraient plus de mal à passer parce qu'on aurait un avis critique bien plus développé. Donc là aussi, ça passe par un enseignement de breton, d'histoire, j'allais dire le breton, de l'histoire de la Bretagne dans les collèges, dans les petites écoles. Oui, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a déjà de la décentralisation en France parce que la région s'occupe du lycée, parce que le département s'occupe des collèges, non. Il s'occupe finalement que des bâtiments et du personnel non enseignant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on s'occupe vraiment des collèges, vraiment des lycées et du contenu pédagogique qui est dedans. Alors aujourd'hui, on a une région qui est quand même dynamique économiquement, qui a un peu courbé le dos quand la crise sanitaire est passée, mais finalement qui a bien résisté. Est-ce que le fait d'avoir une région autonome, ça lui permettrait encore d'avoir une plus grande vision d'avenir, alors dans la recherche, dans la technologie, dans les nouvelles technologies par exemple? Tout à fait. On voit la situation qu'on a actuellement, mais il faut arriver à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Une Bretagne qui s'inscrit dans les régions les plus dynamiques européennes, et avec ce statut particulier, avec une assemblée unique, on pourrait faire bien d'autres choses et développer des stratégies économiques. Moi, je voyais un article de l'Obs il y a quelques jours qui m'a frappé, c'est-à-dire que on parlait de la réunification et pourquoi l'ouverture, c'était aujourd'hui plus de risque de séparatisme avec la Bretagne, donc on peut rouvrir sereinement la page de la réunification. Et du coup, ça implique deux idées. Ça veut dire qu'on l'a fait volontairement, cette séparation, et en plus, on l'a fait pour affaiblir la Bretagne. Et je crois qu'on est vraiment là dans on touche du doigt quelque chose, c'est-à-dire que pendant longtemps, la France a eu un rapport avec la Bretagne qui était quasiment dans une démarche de colonisation, finalement, et qu'aujourd'hui, on doit vraiment sortir de ça, et la Bretagne a sa place à prendre dans le développement économique et dans la mondialisation. La Bretagne ne fait plus peur. La Bretagne ne doit pas faire peur. La Bretagne, justement, elle est ouverte sur le monde. Si elle fait peur parce qu'elle est importante économiquement, parce que tout se passe bien, etc., effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce que cherche la République française? Est-ce qu'elle cherche à avoir des régions qui soient faibles pour les contrôler, ou est-ce qu'elle cherche à faire émerger justement ces territoires qui pourraient lui apporter quelque chose? Voilà, la question reste entière et ne manquera pas évidemment d'être débattue. Tout comme la réunification. Tenez, je vous le disais en commençant tout à l'heure, Joannick Martin, on en parle depuis très longtemps de cette réunification de la Bretagne, du retour de Nantes en Bretagne. Alors on a vu le week-end dernier, le week-end passé, un grand drapeau qui a été déployé. La météo n'était pas... Finalement, c'était une météo bretonne, mais le drapeau était là. Un immense Gwenadu, le drapeau de 46 mètres de long. Ouais. 46 mètres de long. Alors bon, il ne pouvait pas être hissé, évidemment, parce que la taille et le poids, j'imagine, n'auraient pas permis de le faire. Mais au-delà du symbole, on s'aperçoit quand même que ça a filtré, plus que filtré d'ailleurs, ça a fait aussi la une des médias, y compris à Paris et ailleurs. Est-ce que, si on passe un petit peu le côté spectaculaire de la chose, c'est aussi un geste politique? Bien sûr, c'est forcément politique. Et d'ailleurs, on remercie l'association à la Bretonne qui, on les félicite de cette action de communication très efficace. Sur la question du référendum, on a appelé à la vigilance parce que pour nous, le territoire breton
le territoire national breton, il est à 5 départements, il n'est pas autrement, donc on ne peut pas poser la question de savoir s'il l'est ou pas. Et on sait que ça peut être instrumentalisé, mais au-delà de ça, nous soutenons l'action d'À la Bretonne dans tout ce qui est communication pour soulever le débat. Et là encore, on voit qu'on est obligé d'aller chercher à Paris les médias pour que les choses puissent bouger. Et c'est révélateur, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le seul qui peut décider quelque chose, c'est le président de la République. C'est pour ça que la démarche, elle est d'aller questionner les candidats, potentiels futurs présidents de la République. Mais c'est très révélateur quand même de comment ça fonctionne en France, c'est qu'on ne peut pas décider quelque chose qui est propre ici aux Bretons, quoi. Alors, l'initiative a, je le disais, dépassé les frontières bretonnes. Et puis, il y a eu aussi ces 200 élus bretons qui appellent à cette réunification. Est-ce que là aussi, le geste politique est important ? Oui, parce que quand on voit justement que les signataires, il y a des associations, il y a des élus, et les élus, ils sont de toutes les tendances. Et on est sur une démarche qui est transpartisane, parce qu'elle est propre à l'identité bretonne. Donc on peut être de gauche, on peut être de droite, on se bat pour la Bretagne finalement. Et c'est tout le sens aussi d'un parti comme le Parti breton, parce que finalement ces grands partis parisiens, leur base, elle est souvent avec un certain engagement jacobin vers la décentralisation, etc. Mais dès qu'on monte dans les cadres du parti, la démarche, on se retrouve face à des blocages et on retrouve un réflexe centralisateur, ce qui fait qu'on a un discours sur le terrain qui est pro-Bretagne, mais ça n'aboutit jamais. C'est pour ça que nous avions proposé notre candidature au régional l'année dernière, pour se saisir de cette collectivité région Bretagne et en faire un moyen de faire pression sur Paris pour obtenir un statut pour la Bretagne. Alors, je parlais tout à l'heure des législatives. Elles vont arriver vite, finalement, juste après la présidentielle. Donc, voilà, dans 50 jours à peine, même plus maintenant, nous allons élire le président de la République. Et puis, on sera en campagne pour les législatives. Vous comptez, vous, le Parti breton, vous présenter aux législatives, en tout cas présenter des candidats aux législatives. Est-ce que c'est, comme vous le dites, un moyen de peser, un moyen de compter, un moyen politique, là aussi, de faire avancer les choses ? Oui, parce que comme je l'ai dit au début de l'interview, aujourd'hui on n'a pas de candidat qui défend réellement un projet décentralisateur pour la France, qui en fait vraiment son cheval de bataille. Alors j'ai quand même une mention spéciale, j'ai une petite admiration personnelle moi pour Jean Lassalle qui se débrouille avec un parti qui est le sien, sans l'appui des médias. Enfin, il n'a pas de souci, lui il est ancré dans le terrain, il n'a pas de souci pour avoir ses signatures. Enfin voilà, et il a quand même une certaine sensibilité à tout ce qui est la défense des territoires. Mais au-delà de ça, un candidat qui pourrait gagner, non, aucun ne fait de la décentralisation vraiment un axe principal. Et peu importe celui qui gagne, et il faudra avoir des représentants à l'Assemblée nationale pour transformer la France, comme on l'a dit. L'année dernière, beaucoup des candidats au régional ont parlé d'Assemblée unique, par exemple, et de la suppression des conseils départementaux, pas des départements, puisque des fois ça fait peur aux populations, on ne supprime pas les départements, mais la fusion des conseils départementaux et du conseil régional dans une Assemblée unique qui aurait bien plus de compétences et de moyens financiers aussi. Ça, c'est quelque chose que nous défendons et il faudra des gens pour porter cette voix-là à l'Assemblée nationale. Ça supposera peut-être aussi une modification de la Constitution, c'est quand même un acte important. Bien sûr, il y a un vrai chantier là à faire et un autre thème que nous voulons aussi défendre, c'est la défense de la qualité de vie bretonne. Il y a des gens qui font le choix de venir habiter en Bretagne parce que on a un certain accès aux services, parce qu'on n'a pas forcément des bouchons. Voilà, alors quoi que des fois le matin à Rennes, alors voilà, ça, voir Saint-Brieuc. Ça c'était le cas encore il y a quelques années, et on voit que c'est pas forcément un acquis. C'est des choses qui peuvent se perdre aussi, et on veut alerter les Bretons là-dessus. Il y a quelques années, on n'avait pas de mal à trouver non plus un médecin généraliste, et c'est le cas aussi maintenant dans des villes beaucoup plus importantes. Donc il y a un certain nombre de sujets sur la sécurité, sur l'enseignement, sur le service public en général, les mobilités, où il faut vraiment que les Bretons aient leur voix
à l'Assemblée nationale. Et ce sera le cas aussi pour les européennes qui viendront par la suite, parce qu'aujourd'hui, la Bretagne, elle est fondue dans une circonscription qui prend tout l'ouest de la France. Donc, ils n'ont plus de représentation à l'Europe. Donc c'est pareil, là il y a un chantier à entamer et ce chantier ne se fera que s'il y a des députés qui sont élus à l'Assemblée nationale et qui portent ce discours. Alors le discours, on le disait, c'est aussi ce côté attractif de la Bretagne, hein, vous le disiez. Alors un récent sondage fait apparaître d'ailleurs que beaucoup de Normands, vous voyez, ils ne sont pas rancuniers les Normands, beaucoup de Normands viennent vers nous, beaucoup de gens aussi des métropoles, des Parisiens évidemment, pour cette qualité de la vie. Ça suppose aussi qu'il va y avoir une qualité environnementale. On en parle beaucoup de l'environnement, y compris dans cette élection présidentielle en ce moment, et j'imagine que le sujet va être traité durant les législatives. L'environnement, c'est aussi la préservation du cadre de vie, mais c'est aussi la préservation de tout ce qui fait l'élevage, par exemple pour l'agriculture, mais de l'eau, des territoires et de la biodiversité. Le chantier est énorme. Oui, il y a plein de sujets comme ça à remonter où il faut qu'on se positionne ici en Bretagne. Et la question de l'énergie aussi est primordiale parce que là, ça va impacter le pouvoir d'achat de la population bretonne. Et il faudra faire les bons choix en termes d'énergie. Et il faut... moi, je vois sur l'éolien en mer, c'est Nicolas Sarkozy qui a décidé qu'on allait faire ça il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui doit s'emparer de ce sujet-là pour dire si oui ou non on va le faire. Et c'est à nous, les populations impactées ici, de choisir quelle va être notre source d'énergie, quel impact environnemental et pour quel prix aussi. Ça, c'est important. Mais je voudrais revenir sur le sondage, là, si vous me le permettez. Voilà, il nous reste deux petites minutes. Mais ça va me permettre de revenir sur justement la réunification. C'est que ce sondage-là est révélateur. On nous dit, la presse dit, finalement, c'est pas les Parisiens qui viennent le plus en masse. C'est la Loire-Atlantique. Finalement, la majorité des néo-bretons, ce sont des Bretons pour nous. Donc les deuxièmes, c'est quand même la population qui impacte derrière. Elle vient quand même d'Île-de-France et elle vient quand même des métropoles. Et comme n'importe quelle population, qu'elle soit étrangère ou qu'elle vienne des métropoles, forcément, quand il y a un déplacement qui est important, ça implique des bouleversements dans la société. Et il faut être en capacité de bien accueillir ces populations, ne pas complètement fermer, mais il faut être en capacité de bien accueillir et prendre en compte tous les impacts que ça peut avoir dans la vie des Bretons et des Bretonnes. Donc là aussi, un chantier important, l'accueil et tout ce que ça peut impliquer. Alors, vous parliez d'énergie, je rebondis, c'est ce qu'il faut mettre un réacteur en Bretagne. Je pense que c'est aux Bretons de faire ce choix-là parce que il y a des plus, il y a des moins. Dans les plus, il y a le pouvoir d'achat parce que c'est une énergie qui coûte moins, en tout cas directement, même s'il y a des effets induits avec les collectivités qu'elles doivent prendre en charge. Mais il y a aussi des risques. Il y a le risque aussi d'un accident nucléaire, ça c'est un risque. Et il y a aussi le risque environnemental. Tant qu'on n'aura pas géré cette question des déchets, la question elle reste en suspens. Mais s'il y a des sacrifices à faire, en tout cas, c'est aux Bretons de prendre cette décision. Et si Emmanuel Macron nous impose une centrale nucléaire en Bretagne, on sera obligé de refaire un plug-off et les gens vont se mobiliser et on a l'impression qu'il n'y a que la rue qui décidera. Nous, au Parti breton, on aimerait que ce soit les urnes qui décident et les urnes des Bretons. Voilà. Un référendum, par exemple ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait justement l'occasion de le faire. Je pense que sur des sujets aussi sensibles que celui de l'énergie, il faut que ce soit les Bretons qui aient un avis éclairé là-dessus et qui puissent trancher. Donc là aussi, la question d'énergie primordiale pour, j'allais dire, bâtir l'avenir. La réunification, on va terminer là-dessus. Vous la voyez à long terme, à moyen terme, à court terme ? Ça dépendra du vote des Bretons, encore une fois. Tant que nous n'aurons pas d'élus qui s'accapareront vraiment les institutions politiques, et ça ne pourra se faire qu'avec le soutien de la population, qu'avec le vote dans les urnes, il n'y aura rien qui bougera. On va renouveler les promesses et puis les leurres. Peut-être que le référendum n'est finalement qu'un leurre pour perdre encore une dizaine d'années. Nous, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite parce qu'il y a des défis à soulever et à répondre pour la Bretagne, là, dans les 5-10 ans, c'est urgent.
Et il faut qu'on retrouve notre intégrité territoriale et qu'on se retrousse les manches. C'est pour ça qu'on appelle vraiment les Bretons à soutenir le Parti breton pour clore la parenthèse de la réunification et entamer les défis de demain. Un dernier mot, allez, on va terminer sur quelque chose de plutôt assez humoristique, mais c'est sérieux quand même, le concours Eurovision, un groupe breton. Oui, alors nous avons appelé à soutenir ce groupe parce que finalement c'est par la France, et c'est la seule voie possible actuellement, que la culture bretonne et la langue bretonne puissent être présentes dans son concours européen qui a l'Europe, rappelons-le, qui a pour devise « Unis dans la diversité ». Et moi, j'ai regardé aussi un petit peu les commentaires sur ces sélections. On a des gens de différents pays en Europe qui commentent, qui ont regardé et qui disent « Mais c'est pas la France, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi comme langue ?» Eh bien, ça serait avec grande fierté qu'on pourrait aller présenter notre langue aussi à toute l'Europe. Eh bien voilà, c'est sur cet aspect linguistique et musical que l'on va se quitter. Joannick Martin, merci d'être venu en direct avec nous au micro de la matinale. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti breton et référent pour les Côtes-d'Armor dans le cadre des législatives. Donc, à n'en pas douter, vous reviendrez au micro de Bretagne 5 matin. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous en direct. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à vous aussi. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.